Bonjour à vous tous. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice 5 de la série 3. Donc, cet exercice traite la superposition entre les deux régimes, régime variable et le régime statique. Donc, on va essayer d'étudier ces deux régimes, indépendamment, durant cet exercice. Pour l'énoncé, donc voilà l'énoncé de l'exercice. On a ce montage-là. On va travailler sur ce montage. Okay. Voilà les valeurs des résistances, donc la fréquence, le type de fréquence, regardez. La fréquence est moyenne. Les condensateurs utilisés sont des grandes capacités. Donc dans la première question, on doit donner l'équation et le tracé de la droite de charge statique. Après, on doit déterminer le point de fonctionnement. Okay. Donc ce point correspondant au milieu de la droite de charge statique. Après, on doit déduire la valeur de bêta. Dans la deuxième question, on doit déterminer ou bien on doit donner l'équation et le tracé de la droite de charge dynamique. Dans la question 3, à partir de réseaux de caractéristiques du transistor, on doit déterminer les valeurs des paramètres hybrides et les excursions maximales des tensions VCE et VS. Et dans la quatrième question, on doit tracer l'évolution de VS en fonction du temps lorsqu'on a trois valeurs de courant IP. Pour le réseau de caractéristiques, donc voilà, c'est le réseau de caractéristiques de cet exercice. Donc maintenant on va commencer la correction de l'exercice 5. Donc voilà notre circuit, comme j'ai déjà dit. Donc avant de commencer, je vais vous donner un petit rappel, qu'est-ce qu'on va faire durant cet exercice, ok? Comme j'ai déjà dit, donc dans ce circuit-là, on voit clairement qu'il existe deux régimes. C'est le régime statique, donc voilà, et le régime dynamique. C'est à cause de générateurs de tension variable, ok? Donc ici on va travailler avec le théorème de superposition. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va faire l'étude statique, on doit éliminer la partie variable du circuit. On doit éliminer cette partie. Pour faire cela, regardez, le condensateur, donc l'impédance du condensateur en module est égale à 1 sur C oméga. Or, oméga est égal à 2πf, donc c'est 2π fois la fréquence. Et la fréquence dans le régime statique est égale à 0. Donc, autrement dit, Z7 égale à l'infini. Et le condensateur donc joue le rôle d'un interrupteur ouvert en régime statique. Toujours, le condensateur joue le rôle d'un interrupteur ouvert en statique. Maintenant, lorsqu'on va faire l'étude dynamique, on doit éliminer la partie statique du circuit. Okay. La même chose, on va regarder le condensateur devient quoi? Donc le condensateur, par définition, on a dit que c'est 1 sur C oméga. En fin de compte, c'est 1 sur 2π FC. Or, ici, on va travailler avec des capacités de grandes valeurs. Okay. Donc, C est grande. Et la fréquence est moyenne. Okay. Donc, puisque la fréquence est moyenne et C est grande, donc ce terme va tendre vers 0. Et comme ça, le condensateur dont aux moyennes fréquences, regardez ici, aux moyennes fréquences, et j'insiste que aux moyennes fréquences, le condensateur joue le rôle d'un fil. Et bien sûr, on doit éliminer la partie statique. Les alimentations continues jouent le rôle d'un fil en régime dynamique. Donc c'est ça ce qu'on va faire pour faire l'étude statique et pour faire l'étude dynamique. Donc voilà, on va commencer par la première question. Dans la première question, on doit déterminer, ou bien on doit tracer et déterminer la droite de charge statique. Donc, comme j'ai déjà dit auparavant, la droite de charge statique, c'est IC en fonction de VCE. Donc, paramètre de sortie, ok? C'est IC en fonction de VCE. Bien sûr, on va déterminer cette droite à partir de notre circuit. Ok? À partir de notre circuit. Mais ici, on va pas utiliser le circuit complet parce que c'est la droite de charge statique. Donc, on doit faire l'étude statique. On doit éliminer la partie variable de circuit. Okay? On doit éliminer cette partie.
Et pour faire cela, j'ai déjà dit que les condensateurs jouent le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc voilà, notre circuit devient comment? Voilà, ce C0, je le remplacer par un interrupteur ouvert, CDE par un interrupteur ouvert, et CG par un interrupteur ouvert. Ok, donc voilà le schéma, ou bien le circuit de notre montage. Donc regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pour cette partie-là, donc CG, condensateur CG devient un circuit ouvert. Donc ce bloc-là, qui est en orange, va être éliminé. Ok, j'ai enlevé ce bloc-là, parce que c'est un circuit ouvert. Donc c'est comme ça, on élimine ce bloc. La même chose, regardez pour C0, j'ai enlevé cette partie parce que c'est un circuit ouvert. CDC, la même chose, donc c'est un circuit ouvert, je l'élimine. Maintenant, je dois faire mes calculs. Donc, je dois calculer ici en fonction de VCE. Donc, pour travailler, pour chercher, ou là, pour déterminer la droite de charge statique, on va utiliser la maille de sortie, ce qui est en violet. Okay? La maille de sortie. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a? La tension E, voilà, la tension E égale à combien? Égale à RE1 plus RE2 plus RE1 fois le courant IE. Ok, dans cette branche, c'est le courant IE qui passe, plus VCE, plus RC fois IC. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a dit que IE, par définition, c'est à peu près égal à IC. Donc, je vais remplacer directement. C'est pas la peine de faire IE est égal à IB plus IC. On remplace IC par bêta IB. Donc, comme ça, on a déjà fait cette partie dans le premier exercice. Donc, IE, on va remplacer IE par IC, directement. Plus VCE, plus RC fois IC. Donc, comme ça, on doit écrire IC en fonction de VCE. La droite de charge, c'est IC en fonction de VCE. Je laisse IC ce côté-là et j'ai fait les calculs. Donc, égal à E sur RE1 plus RE2 moins, plus RC moins VCE sur RE1 plus RE2 plus RC. Donc, la détermination de la droite de charge, c'est la même chose. La détermination de la droite de charge pour la diode. Pratiquement, c'est la même chose. Ok? Seulement les termes sont différents. Donc voilà la droite de charge statique. Ça, c'est l'équation de la droite de charge statique. Maintenant, on doit tracer cette droite. Pour tracer la droite, pour tracer une droite, on doit prendre généralement 2 points. Ok? C'est normal. Donc, on doit prendre 2 points. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris, voilà, pour la droite des charges, c'est celle-là. Okay, je l'ai réécrit pour calculer les paramètres des 2 points, les coordonnées des 2 points. Donc le premier point c'est A, c'est le point A. IC est égal, lorsque IC égale à 0, donc VCE égale à combien? Regardez, pour IC égale à 0, okay, si IC égale à 0, ce terme et ce terme va disparaître, donc VCE égale à E. Dans notre cas, c'est 10 volts. Pour le deuxième point B, c'est quoi? Prendre VCE égale à 0 volts, on va recalculer notre IC. Donc, si je vais prendre VCE est égal à 0, ce VCE égale à 0, donc il me reste la valeur de IC. IC égale à E sur RE1 plus RE2 plus RC. Voilà. J'ai fait l'application numérique, donc les données, les valeurs de résistance sont déjà données. Okay. RE1 c'est 100, RE2 c'est 900, et RC c'est 1000, c'est 1 kg, donc c'est 1000. Lorsque j'ai fait les calculs, j'ai trouvé 5 milliampères. Okay. Donc voilà pour les points. Regardez le point A. Voilà. Donc le point A, c'est 0,10 volts. Voilà. Et le point B, regardez. Voilà le point B. Donc c'est le contraire. C'est IC égale à 5 milliampères et VCE égale à 0. Okay. Et je trace ma droite de charge statique. Donc voilà la droite de charge statique. C'est tout à fait simple. Maintenant, on doit déterminer le point de fonctionnement. Normalement, il nous a dit que le point de fonctionnement se trouve au milieu de la droite de charge. Ok? Donc, il nous
a dit que le point de fonctionnement se trouve au milieu de la droite de charge. Donc, regardez. Lorsque j'ai calculé le IC, ok, donc la valeur maximale de IC, ici au point B, c'est E sur RE1 plus RE2 plus RC. Donc, puisque le point de fonctionnement se trouve au milieu, donc on va diviser cette valeur sur 2. C'est la moitié de cette valeur. Ok, donc c'est ça ce que j'ai fait. J'ai fait les calculs, j'ai trouvé 2,5 milliampères. Okay. Pour le VCE0, la même chose, donc on va VCE max ici, c'est 10. C'est 10, ça correspond à l'emplacement dans ce point-là. Donc, VCE0, c'est la moitié, donc c'est E sur 2 égal à 5 volts. Ou bien tout simplement, on va essayer de tracer le milieu de la droite de charge. Et je fais la projection sur l'axe des VCE, il va nous donner la valeur de VCE0, donc c'est 5 volts. Regardez. Et la projection de point de fonctionnement sur l'axe de IC, il va nous donner IC0. Donc c'est à peu près 2,5 milliampères. Donc voilà les paramètres du point de fonctionnement. Après, on doit calculer le bêta. Donc le bêta par définition c'est quoi? On sait très bien que le IC0 est égal à bêta fois IB. Donc ça c'est la relation fameuse du transistor. Okay? I7 est égal à bêta fois IB. Maintenant pour calculer le bêta, par définition c'est IC0 sur IB0. Maintenant IC0 c'est donné, c'est déjà calculé, 2,5 milliampères, mais IB0, la valeur de IB0 elle est où? On doit déterminer la valeur de IB0 à partir de la caractéristique. Ok? Dans l'exercice 1 de la série 2, plutôt de la série 3, j'ai dit que le point de fonctionnement, correspond à l'intersection de la droite de charge statique avec la caractéristique à un IB constant. Regardez, on va déterminer la valeur de IB à partir de la caractéristique. On va regarder, notre point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la droite de charge et quelle caractéristique? Donc regardez, c'est cette caractéristique. Le IB de cette caractéristique, c'est 15 microampères. Donc notre IB0, c'est 15. Voilà. J'ai fait les calculs, donc j'ai converti le IC en ampères, 10 à la puissance moins 3 parce que c'est en milliampères, et j'ai converti le IB en ampères parce que c'est en microampères, donc 10 à la puissance moins 6. J'ai trouvé 167. Donc voilà le gain en courant, bien le bêta. Regardez dans la deuxième question, on doit déterminer la droite de charge dynamique. C'est ici en fonction de VCE. Regardez ici en fonction de VCE. Okay. Voilà notre circuit normalement. Okay. Dans ce circuit-là, si je vais calculer le courant IB, donc pour ce circuit-là, si je vais calculer le courant IB, normalement je dois utiliser le théorème de superposition parce qu'on a deux régimes, le régime statique et le régime variable. Donc notre IB, par définition, c'est quoi? C'est IB0 plus petit IB. Donc ce IB0, c'est dû au régime statique, c'est le point de fonctionnement, plus petit IB dû au régime variable, donc c'est un courant variable. Donc voilà, la première équation. Donc le courant IC, c'est quoi? La même chose. Donc c'est la superposition entre les deux types de courants. IC0 dû au régime statique, c'est c'est le point de fonctionnement, plus petit IC, c'est dû au régime dynamique. La même chose, donc voilà la deuxième équation. Et pour le VCE, donc c'est la même chose, donc c'est VCE0, point de fonctionnement, donc dû au régime statique, plus petit VCE, c'est dû au régime dynamique, Donc ça, lorsqu'on va faire l'étude de circuit complet. Maintenant, ici on doit déterminer la droite de charge dynamique. En dynamique, on doit déterminer que les valeurs petit IC et VCE parce qu'on va traiter la partie dynamique. C'est-à-dire on doit éliminer la partie statique. Donc si on calcule petit IC en fonction de VCE, ça représente la droite de charge dynamique, mais dans le repère point de fonctionnement IC VCE. Petit IC, petit VCE. Donc, il va nous donner une représentation, mais le repère c'est quoi? C'est par rapport au point de fonctionnement.
c'est le point de fonctionnement, c'est donc c'est l'origine de notre repère. Représente l'origine de notre repère. Ok? Ici en fonction de VCE. Mais regardez dans la question. La question, on doit tracer la droite de charge dynamique dans le repère ICVCE, le repère de la caractéristique. Ok? C'est 0 ICVCE. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réécrire, on doit recalculer le petit IC en fonction de grand IC et le petit VCE en fonction de grand VCE, en utilisant bien sûr le théorème de superposition. Donc, en utilisant ces trois ou bien ces deux dernières équations, IC et VCE. Donc, regardez, petit IC devient c'est IC moins IC0 et VCE devient VCE moins VCE0. Donc, comme ça, on trace la droite de charge dynamique. Donc voilà pour l'exercice. Alors ça c'est notre circuit complet. Maintenant on va faire l'étude dynamique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit éliminer la partie statique du circuit. On doit éliminer tout ce qui est statique dans ce circuit-là. Pour faire cela, qu'est-ce que j'ai dit? Les alimentations continues deviennent des fils et les condensateurs deviennent des fils en moyenne fréquence. J'ai dit, hein, je le redis, c'est en moyenne fréquence. Okay? Donc notre circuit devient comme ça. Regardez. C0 devient un fil, CDE devient un fil, CG devient un fil, et notre alimentation E devient un fil, court-circuit. Ok? C'est ça notre montage. Regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce montage, c'est équivalent à celui-là. La même chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour rendre ce montage équivalent à celui-là? Donc, regardez. Premier bloc. Ce qui est entouré en orange. Regardez la résistance RE2, c'est en parallèle avec un fil. Maintenant, parce que CDE devient un fil. Qu'est-ce qu'il va faire, ce fil-là? Donc, il va court-circuiter le RE2. RE2 va disparaître. Il va la court-circuiter. Donc, regardez. Voilà. Le RE2 est court-circuité. Il n'y a pas de RE2. Il est remplacé par un fil. Deuxième chose. Regardez ici, pour les deux résistances, RB1 et RB2. Normalement, le RB1, c'est entre la borne B, la base, et la masse. Ok? Entre la base et la masse. Et regardez le RB2. Une branche, c'est relié à la base, et l'autre branche reliée à quoi? C'est relié à la masse, la même chose. Donc, ces deux résistances sont en parallèle. C'est ça ce que je fais. Okay? RB1, c'est en parallèle avec RB2. Et pour simplifier le montage, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai représenté ces deux résistances par la résistance équivalente RB. Avec RB, c'est quoi en fait? C'est RB1 en parallèle avec RB2. Okay? Comme ça, l'étude sera assez simple. Maintenant, on va essayer de calculer le IC en fonction de VCE. Okay? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a dit que lorsqu'on va utiliser ce montage-là, ou bien la droite de charge dynamique, on doit tracer la droite de charge dynamique dans le repère 0 IC VCE, donc IC grand, VCE grand. Donc, on sait que en utilisant le théorème de superposition, on a IC est égal à IC0 plus petit IC. Et donc, je vais nommer cette équation l'équation 1. VCE égale à VCE0 plus petit VCE. Donc, je vais nommer cette équation l'équation 2. En dynamique, qu'est-ce que je vais faire en dynamique? Je vais calculer le petit IC et le VCE. Je vais essayer de calculer ces deux termes dynamiques. Donc, calcul de IC en fonction de VCE. Regardez qu'est-ce que j'ai. Donc, comme j'ai déjà dit, le IC en fonction de VCE représente la droite de charge aussi dynamique, mais dont le repère, point de fonctionnement, petit IC, petit VCE. Okay? C'est pas le même repère que la caractéristique, mais c'est la même chose. Donc, regardez ici, en utilisant le loi de May, donc, dans la maille de sortie, on a quoi? On a RE1 fois le courant IE, maintenant c'est en dynamique, plus la tension VCE en dynamique, ok, plus le RC fois le courant IC en dynamique égale à combien? Égale à 0. Parce que regardez ici,
c'est 0. C'est un court-circuit, donc égal à combien? C'est 0. Autrement dit, regardez, j'ai remplacé IE directement par IC, la même chose. Toujours, on a IE à peu près égal à IC. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire IC en fonction de VCE. Donc, IC est égal à moins VCE sur RE1 plus RC. Ça représente la droite de charge dynamique, mais dont le repère, comme j'ai déjà dit, point de fonctionnement, petit VCE, petit IC. C'est pas le but de notre exercice. On doit faire l'étude dans le repère 0, grand VC, grand IC. Donc, je vais nommer cette équation l'équation 3. Maintenant, je vais essayer de faire la représentation, bien d'écrire la droite de charge dont le repère demande. Donc, l'équation de E1 devient quoi? Je vais écrire petit IC en fonction des autres termes. Donc, IC égale à grand IC moins IC0. Je vais nommer cette équation l'équation 4. L'équation 2 devient la même chose. Donc, VCE petit VCE égale à VCE moins VCE 0. Donc, je vais nommer l'équation 5. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer 4 et 5 dans l'équation 3. Okay? Je vais remplacer le petit IC par sa valeur dans cette équation et petit VCE par sa valeur dans cette équation. Qu'est-ce que j'ai? Donc finalement, j'ai IC moins IC0 égale à VCE moins VCE0 sur RE1 plus RC. Okay? Autrement dit, si on va réécrire cette équation, donc IC égale à combien? C'est IC0, donc ce terme-là, on va passer ici, donc IC0 plus VCE0 sur RE1 plus RC, regardez parce qu'on a moins, donc ça devient plus, moins VCE sur RE1 plus RC1. Et c'est celle-là, l'équation de charge dynamique, bien la droite de charge dynamique dans le repère 0 IC VC. Donc ça dépend des exercices. Donc il y a des exercices dans lesquels on va tracer la droite de charge dans le repère point de fonctionnement petit IC petit VCE, et d'autres exercices on doit tracer la droite de charge dans le grand repère 0 IC VCE. Donc ça dépend des exercices. Maintenant regardez, on doit tracer la droite de charge dynamique. Donc c'est une droite, on doit prendre 2 points. Okay. Voilà l'équation de la droite, on va faire la même chose. Donc regardez, le premier point c'est x, je vais le nommer x, donc c'est le point. IC égale à combien? Si je vais prendre IC égale à 0 ampère, je dois calculer mon VCE. Donc IC égale à 0, okay. Notre VCE égale à combien? Donc si on va faire les calculs, vous allez trouver que le VCE égale à IC0 fois RE1 plus RC plus VCE 0. Okay. Si on va faire les calculs, vous allez trouver c'est 7,75 volts. Donc voilà le point X. Voilà. J'essaie de la tracer ici en violet. C'est le point X. C'est 0, 7,75. Maintenant, pour le Y, on va faire le contraire. Si le VCE égale à 0, on doit calculer le IC. Okay. Si on calcule le IC, donc regardez, VCE égale à 0, ici c'est 0, donc il nous reste IC0 plus VCE sur RE1 plus RC. Voilà. Si on fait les calculs, on va trouver que IC égale à 7 mA. Okay. Donc voilà, c'est le point Y, 7 mA, et VCE égale à 0. Et je trace ma droite de charge dynamique. Donc regardez, lorsque j'ai tracé ma droite de charge dynamique, cette droite doit passer par le point de fonctionnement. Doit obligatoirement passer par le point de fonctionnement. Okay. Donc regardez. Voilà. Donc, voilà pour le tracé de la droite de charge dynamique. Maintenant, on va passer à la question 3, dans laquelle on doit déterminer les valeurs des paramètres hybrides autour du point de fonctionnement. Donc les paramètres hybrides, voilà, équivalent à un quadripôle dont VBE c'est la tension d'entrée, IB représente le courant d'entrée, IC c'est le courant de sortie, et VCE c'est la tension de sortie. Donc ça c'est la représentation en utilisant les paramètres hybrides du transistor. Okay. Donc c'est un quadripôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? En utilisant les paramètres hybrides, on a
on peut écrire ces deux relations. On peut écrire VBE, la tension d'entrée, en fonction du courant d'entrée IB et de la tension sortie VCE. Et la même chose, on peut écrire le IC, le courant de sortie en fonction de IB toujours et VCE. Donc finalement, on aura ces deux équations. VBE est égal à H11 fois IB plus H12 fois VCE, fois la tension sortie. Et le I, c'est la même chose, donc c'est H21 IB plus H22 fois VCE. Okay? Donc ici c'est H1, le 1 fois IB parce que c'est la maille d'entrée 1, 1, 1. Et H12, donc ici H12, donc c'est VBE, c'est de l'entrée, mais par rapport à VCE, donc c'est H2, la sortie. Ok? Le IC c'est la même chose. Ok? IC, donc c'est deuxième branche, c'est 2. C'est pour cela on a 2, 2. Ok? Et c'est par rapport à IB, donc c'est 1. Et par rapport à VCE, c'est 2. Donc voilà. Maintenant, on doit déterminer ces valeurs. H11, H12, H21, H22. Ces valeurs représentent quoi pour un transistor? Je vais commencer par premier paramètre, c'est H11, qui est par définition égal à combien? Donc si je vais calculer le H11 ici, par définition c'est VBE sur IB, mais à VCE est égal à 0. Okay? Si VCE est égal à 0, donc H11 est égal à VBE sur IB. Voilà, VCE est égal à 0. Ça, c'est l'impédance, représente l'impédance d'entrée du transistor. Donc, regardez, le H11 par définition, c'est l'impédance d'entrée du transistor. C'est du transistor et non pas du montage complet. Okay? C'est seulement du transistor. Parce que si on traite le montage complet, donc on aura une autre impédance d'entrée. Maintenant, le H12. Si je vais calculer le H12, je dois prendre IB égale à 0. Okay? Donc, H12, c'est quoi? C'est VPE sur VCE à IB est égal à 0. Donc voilà, ça c'est le terme de réaction interne. C'est un terme de réaction interne. Généralement, c'est nul, égal à 0. Dans la plupart des cas, c'est négligeable, égal à 0. Le troisième terme, c'est H de 1. C'est IC sur IB. Donc H de 1, par définition, si on prend VCE est égal à 0, donc H de 1 est égal à IC sur IB. Donc voilà, IC sur IB, c'est quoi en fait? C'est la même chose que le gain en courant bêta. La même chose. Okay? Dernier terme, c'est H de 2. Donc le H de 2, voilà. Si je veux calculer le H de 2, je dois prendre IB égale à 0. Donc par définition, H de 2, c'est quoi? C'est IC sur VCE à IB est égal à 0. Donc c'est IC sur VCE à IB est égal à 0. Représente quoi? Donc l'inverse de H de 2, 1 sur H de 2, représente l'impédance de sortie du transistor. C'est l'impédance de sortie du transistor et non pas du montage complet, la même chose. Okay? C'est du transistor. Donc voilà pour les termes. Maintenant, lorsqu'on va calculer les valeurs des paramètres hybrides en utilisant la caractéristique, okay? Puisqu'on utilise le dynamique ici, regardez. Pour le H11, c'est quoi? On doit passer par delta, variance. Donc c'est delta VBE sur delta IB, ok, à condition que cette fois-ci, regardez, si on passe à la variance, donc la dérivée de 0, donc c'est quoi? C'est une constante, ok, plutôt l'intégrale, donc c'est une constante. L'intégrale d'une constante, plutôt la dérivée d'une constante, c'est 0, ok, c'est la même chose. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, normalement, lorsqu'on va calculer les paramètres hybrides en utilisant la caractéristique, ces paramètres, normalement, sont des paramètres dynamiques. Okay? C'est en dynamique. Donc, si on est en dynamique, on doit tracer la tangente et on doit calculer ces paramètres. Okay? C'est pour cela qu'on a la variance delta. La même chose pour H12, c'est delta VBE sur delta VCE à IB est égal à une constante, parce que la dérivée de IB d'une constante égale à combien? C'est 0. Pour cela, ici, c'est 0. Pour le troisième terme, H de 1, c'est delta IC sur delta IB à VCE est égal à une constante. Et H de 2, la même chose, donc c'est
delta IC sur delta VCE à IB est égal à une constante. Généralement, lorsqu'on va faire l'étude, on va faire l'étude autour du point de fonctionnement, donc VCE0 ou bien IB0, ok? Autour du point du fonctionnement. Donc voilà notre caractéristique, ok? Maintenant, je vais essayer de calculer les paramètres hybrides. Donc, H11 par définition, c'est quoi? C'est delta VBE sur delta IB. Maintenant, je dois regarder ce carreau en rouge. C'est dans ce carreau en rouge qu'on peut calculer le H11, parce qu'on a IB en fonction de VBE. Ça, c'est VBE, c'est pas, donc, pas écrit ici VBE, mais c'est VBE. Cet axe représente le VBE, l'axe de VBE. Ok? Donc, voilà. Si on regarde très bien ce qui est dessiné ici, c'est la même chose que la caractéristique de la diode. C'est une jonction, donc c'est la même chose que la caractéristique de la diode. Donc VBE en fonction de IB, regardez, il nous donne à peu près la même chose que la caractéristique de la diode. En fait, c'est la caractéristique de la diode. Mais lorsqu'on va faire les calculs, toujours on doit faire les calculs autour de points de fonctionnement. Donc regardez, c'est autour de points de fonctionnement. Voilà le point de fonctionnement, c'est ici. Donc je fais l'intersection sur le IC. Après, sur cette courbe, et sur cette courbe. Donc voilà notre point de fonctionnement, ok? C'est autour de ce point-là. Donc autour de ce point-là, je dois tracer la tangente. Dans ce point, je dois tracer la tangente. Je prends deux points et je calcule le delta VBE sur delta IB. Donc voilà, lorsque j'ai fait les calculs, delta VBE, donc j'ai pris ce point et ce point-là, donc c'est à peu près 0,2, 0,02, ok? Et pour le delta IB, donc pour ce point, le IB égale à 0, ok? Mais pour ce point-là, le IB égale à combien? Donc c'est 15. Voilà, c'est 15, c'est point de fonctionnement, c'est 15. Donc c'est 15, 10 à la puissance moins 6. Donc la même chose que ici. Donc c'est 1, lorsque j'ai fait les calculs, donc c'est 1,33 kg. Maintenant, pour H12, c'est delta VBE sur delta VCE, donc c'est dans ce bloc-là, delta VCE, delta VBE. Regardez, j'ai dit, lorsque j'ai fait la première partie, donc j'ai dit que le H12, c'est le terme de réaction interne, donc c'est négligeable, égal à 0. Okay, donc c'est par définition égal à 0. H21, c'est quoi? C'est delta IC sur delta IB. Okay, la même chose autour de point de fonctionnement, donc c'est delta IC sur delta IB. Voilà le IC, voilà le IB, donc on va travailler sur cette tranche. Donc regardez, H21, le carreau qui est représenté en bleu. Ok, je vais prendre deux points et je fais mes calculs. Voilà, donc prenez n'importe deux points et faites vos calculs. Vous pouvez prendre ce que j'ai écrit ici ou bien, voilà, le point ici. Ok, donc si vous allez faire les calculs, vous allez trouver 170. C'est à peu près ce qu'on a déjà trouvé lorsqu'on a fait la question. Donc en fait, nous avons trouvé 167, donc c'est à peu près égal. Dans la question, la dernière, bien le dernier terme, c'est H de 2, ok? Donc c'est 1 sur l'impédance, ou bien c'est l'admittance. C'est par définition delta IC sur delta VCE à IB est égal à une constante, ok? Par exemple, j'ai dit on doit toujours calculer ces paramètres autour de points de fonctionnement, donc je dois prendre cette caractéristique autour du point de fonctionnement. Ici, lorsque le IB est égal à 15 microampères. Regardez, si je trace ici la tangente, c'est à peu près égal à 0. C'est à peu près une constante, une droite parallèle. Donc c'est pour cela j'ai écrit 0 en moins 1. Ici c'est le en moins 1, pourquoi? C'est le courant sur la tension. La tension sur le courant, c'est le ohm, c'est une résistance. Mais ici on a une admittance dès que c'est ohm moins 1. Donc regardez. Maintenant, passons à la question suivante. Dans la question 3b, on doit calculer l'excursion maximale de VCE et de la tension Vs en dynamique. Okay? L'excursion maximale, en fait, c'est quoi? Par définition, l'excursion maximale, c'est la valeur minimale pour avoir un signal non déformé. C'est-à-dire, si le signal de sortie
est supérieur à ce VS, à l'excursion maximale, il sera écrété. Ok? La même chose qu'on a fait pour les écréteurs de la diode. Donc, le signal va déformer, va être écrété. Okay? Tout ce qui est supérieur à VCE max, l'excursion maximale généralement, on dit l'excursion maximale, va être écrété. On doit enlever cette partie. Ok? Donc l'excursion maximale par définition, c'est la valeur minimale pour avoir un signal non déformé. Ok? Donc comment on peut avoir la valeur de l'excursion maximale? Donc l'excursion maximale de VCE, ici c'est de VCE, on doit tirer l'excursion maximale de VCE à partir de la caractéristique. Donc par définition est limitée par la droite de charge dynamique, voilà, au point X, c'est-à-dire à ce point-là. Okay, lorsque le transistor est bloqué, comme j'ai déjà fait, donc lorsqu'on a fait la révision du transistor dans l'exercice 1, j'ai dit que ce point-là, c'est l'état bloqué du transistor. Okay, et par la zone de saturation. La zone de saturation, on doit regarder la zone de saturation. Donc la zone de saturation, c'est ce que j'ai tracé en bleu. Okay, voilà, à la limite, c'est ici. Voilà. Ok, c'est l'intersection de la droite de charge dynamique avec dernier ici, caractéristique, voilà. Ça c'est VCE, SAT. Par rapport à quoi? Par rapport au point de fonctionnement. Ok, par rapport au point de fonctionnement. Parce qu'on sait très bien que le signal VCE, ok, VCE variable, si on va utiliser ce repère-là, point de fonctionnement VCE, petit VCE, donc il va être varié, comme ça, autour du point de fonctionnement. Ok, le signal va varier autour de points de fonctionnement. Donc regardez, ici j'ai donné un exemple d'un signal. Ok, si jamais ce signal va dépasser ce qui est en bleu, donc ce signal va être écrété. Il ne sera pas sinusoïdal, non, il sera un signal écrété, donc déformé. Ok, donc à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, regardez, il va atteindre jusqu'à ce qui est en bleu. Ok, mais généralement, lorsqu'il va vous dire de calculer l'excursion maximale, toujours on prend la valeur minimale. Donc on doit calculer l'excursion de entre le point de fonctionnement jusqu'à le point X et entre le point de fonctionnement jusqu'à VESAT, mais on doit prendre toujours la valeur minimale. Ok, donc soit c'est de côté-là ou bien de ce côté-là. Ça dépend du cas. Dans notre cas, donc il est clair que l'excursion maximale c'est de ce côté parce que ici c'est assez large que celle-là. Maintenant, pour trouver comment vous pouvez trouver l'excursion maximale en utilisant la droite, plutôt en utilisant la caractéristique. Donc, en utilisant la caractéristique de sortie, l'excursion maximale de VCE est définie par quoi? Voilà. Comme j'ai déjà dit, on a deux types d'excursion. L'excursion positive, ok, de VCE côté blocage. Donc, celle-là, c'est côté blocage, l'excursion positive entre la position de blocage X et VCE 0. Donc par définition, c'est quoi? Voilà, j'ai la nommée VCE max plus parce que c'est positif, égale à combien? C'est VCE au point X moins VCE 0. C'est ce point-là, la valeur de VCE à ce point, moins la valeur de point de fonctionnement. Ok? Donc si on va vers le calcul, donc c'est 7,75 moins 5 est égal à 2,75. Parce que lorsqu'on a tracé la droite de charge dynamique, donc au point X, nous avons trouvé la valeur 7,75. Et pour VCE0, nous avons trouvé que c'est 5 volts. Ok. Maintenant, deuxième type d'excursion, c'est l'excursion négative, ok, pour les signaux négatifs de VCE, côté saturation, c'est-à-dire de ce côté-là. Ok, c'est côté saturation. Donc, égal à combien? Par définition, c'est VCE. Lorsqu'on travaille avec les excursions, on prend la valeur, le module, ok, la valeur maximale. Normalement, c'est négatif lorsqu'on va tracer ces parties négatives, mais lorsqu'on va présenter les résultats sous forme des équations, on va toujours prendre la valeur maximale. Donc, c'est VCE0 moins VCE-SAT, ok, égal à combien? Donc, VCE0, c'est 5, moins VCE-SAT,
moi, j'ai fait la projection de ESAT sur ce repère-là, donc j'ai trouvé 0,5. Mais généralement, dans la plupart des cas, VCESAT égale à 0,2, à peu près 0,2. Ok? Dans la plupart des exercices, vous allez trouver que VCESAT, c'est 0,2. Ok? Donc ici, d'après ce que j'ai, d'après la caractéristique tracée, j'ai trouvé que VCESAT, c'est 0,6, donc je dois prendre la valeur que j'ai trouvée, c'est 0,5, donc 4,5 volts. Voilà pour l'excursion négative. Maintenant, la question demandée, c'est l'excursion maximale. Donc, si on veut l'excursion maximale, on doit prendre la valeur la plus petite entre les deux excursions. On doit faire la comparaison. Donc, VCE max, c'est 2,75 et VCE max négatif, c'est 4,5. Donc, vous devez choisir cette excursion. Ok? Voilà. Maintenant, pour la deuxième tranche de la question B, on doit calculer l'excursion maximale de VS, signal de sortie. Donc voilà, ici on doit utiliser le circuit, on doit utiliser loi de Maille pour calculer l'excursion VS, tout simplement. Donc regardez, c'est ça notre VS. Ici normalement c'est VS minuscule, c'est pas VS majuscule, mais c'est la même chose. Donc, en utilisant la maille de sortie, qu'est-ce qu'on a? On a VS, c'est de ce point jusqu'à ce point-là, ok? Jusqu'à là. Donc, c'est la même chose que RE1 fois IE, ok? Plus, donc VS c'est RE1 fois IE, plus VCE, petit VCE, ok? Mais, ici, le IE n'est pas connu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire le IE en fonction du VCE. Okay? Parce qu'on sait très bien que le IE représente le IC. Donc, et je peux écrire le IC en fonction de VCE. Voilà. Donc ici, ce que j'ai écrit ici, donc VSC, en fait, cette tension plus cette tension VCE. Donc en calculant le IE, ok, en fonction de VCE, je vais utiliser la même chose, cette maille, mais cette branche. Regardez ici, on a RE1 fois IE plus VCE plus RCIC égale à combien? Égale à 0. Égale à 0. Regardez. Cette tension-là, c'est la même chose que ça, plus ça, plus ça. Ok? Donc, j'ai remplacé le IE par IC. Et en fin de compte, j'ai trouvé le IC est égal à moins VCE sur RE1 plus RC. Normalement, c'est la droite de charge dynamique dans le repère, point de fonctionnement, petit VCE, petit IC. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ce courant-là ici. Donc voilà, j'ai nommé 2, cette équation, et 1, cette équation. Donc, en remplaçant l'équation 2 dans 1, qu'est-ce que j'ai? VS est égal à moins RE1 sur RE1 plus RC VCE plus VCE. Donc voilà. Si je veux calculer l'excursion maximale du signal de sortie, la même chose, je dois remplacer VCE par l'excursion maximale VCE max. Okay? Par VCE max, mais le VCE max positif, parce que j'ai dit l'excursion maximale, toujours, on doit prendre la valeur la plus petite. Okay? C'est pas la valeur la plus grande. Voilà. Donc, c'est la partie positive égale, voilà, c'est 2,75. Donc, lorsqu'on fait les calculs, on va trouver ces 2,5 volts. Donc, voilà l'excursion de sortie maximale. On doit tracer la tension VS, ok, mais cette fois-ci pour 3 courants IP différents, donc 35, 20 et 10. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer le VS en fonction de ces courants-là, ok? C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser premièrement le circuit en dynamique, ok? Parce qu'on a petit VS en dynamique. On va utiliser loi de Maille. Regardez ce que j'ai fait. Donc, on a VS, c'est quoi? Donc, VS pour la première équation, donc ici, la tension VS, normalement, c'est la tension RE1 fois IE
plus la tension VCE. Ok, on a déjà fait ça. Après, dans la deuxième question, qu'est-ce que j'ai? Plutôt, deuxième équation, qu'est-ce que j'ai? Donc, regardez, la tension RE1 plus VCE plus RCIC égale à combien? Égale à 0, parce que ici c'est fermé. Ok, égale à 0. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, regardez, RE1IE plus VCE, ce terme-là, c'est quoi? C'est VS. Donc, je vais remplacer ce terme ici, RE1IE plus VCE par VS. Ce terme, je vais le remplacer par VS. Plus RCIC égale à 0. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai? VS est égal à moins RC fois IC. Mais nous, on doit calculer VS en fonction de IB. Et IC égale à combien? C'est bêta fois IB. Donc, je remplace le IC par bêta IB. Donc, en fin de compte, notre tension VS égale à moins bêta RC fois IB. Ok? Donc, si la règle d'or des excursions de Sorcy, c'est ce que je vais dire maintenant. L'excursion maximale VS max, généralement, c'est pas toujours, on doit calculer l'excursion VCE, ok? Et à travers VCE, on doit trouver l'excursion du signal sortie, ok? Parce que si on calcule l'excursion VCE, on doit avoir la caractéristique, on va faire des calculs. Après, on va trouver le VS max. Okay, c'est ça ce qu'on a fait normalement dans cet exercice. Mais dans l'exercice suivant, qui est l'exercice 6, on va pas travailler avec la même méthodologie. On va travailler avec cette règle, la règle d'or des excursions. Okay, l'excursion maximale VS, signal sortie maximal, regardez, par définition, c'est quoi? Par définition égale à RC. Ici, je parle de la valeur absolue, parce que ici j'ai trouvé la valeur négative. Mais lorsqu'on va traiter les excursions maximales, on traite la partie donc positive, la valeur absolue. Ok. Par définition, c'est quoi? C'est RC. Ok. C'est la résistance reliée au collecteur en parallèle avec RL. Bon, dans notre cas, on n'a pas une RL. On n'a pas une résistance de charge. Mais généralement, lorsqu'on va traiter les exercices après, on aura toujours une résistance de charge entre le collecteur, ça dépend des cas, mais si on va travailler avec ce montage-là, c'est entre le collecteur et la masse. Entre le collecteur et la masse. Ok? Donc, cette charge, il va être parallèle à RC. Si on aura une charge ici entre le collecteur et la masse, regardez le RC, c'est la même chose entre le collecteur et la masse. Donc, c'est RC en parallèle avec RL fois IC0 fois le courant de point de fonctionnement et pas le petit IC. Ça, j'ai dit, c'est la règle générale, ou bien la règle d'or pour calculer l'excursion maximale de signal de sortie. Donc, c'est RC en module, c'est RC en parallèle avec RL. Si jamais il n'existe pas le RL, donc c'est RC. Comme le cas de notre exercice, c'est RC fois IC. Okay? Mais ici, je dois remplacer par IC0 pour calculer l'excursion maximale. Ça, c'est de façon générale. Okay? Fois le IC0. Donc voilà la règle pour calculer les excursions, l'excursion maximale. On va travailler avec cette règle dans l'exercice 6. Donc regardez, si maintenant le courant IB égale à 35 microampères, notre VS devient quoi? Regardez, j'ai enlevé le moins parce que je vais travailler en module. Lorsqu'on utilise, on va dessiner ou bien utiliser les excursions, on va travailler avec des modules parce qu'on sait très bien que le signal, c'est un signal sinusoïdal. Donc ça, c'est la valeur maximale. Okay? C'est la valeur maximale atteinte. Donc, si le IB, ça c'est seulement le module de IB, mais généralement le IB c'est un signal sinusoïdal. Donc, fais attention à ce point-là. C'est vrai que j'ai marqué IB égale à 35 microampères, mais c'est le IB minuscule. Et le IB minuscule, c'est un IB de régime variable. Donc, c'est un signal sinusoïdal. Et ça représente la valeur maximale atteinte. Ok? Donc, lorsque j'ai fait les calculs, voilà, j'ai trouvé 5,95 volts.
Maintenant, pour le IB est égal à 20 microampères, lorsqu'on a fait les calculs, on a trouvé ces 4,3 volts. Donc, et bien sûr, en utilisant la même équation, bêta RC fois IB. Et lorsque le IB est égal à 10 microampères, donc lorsque j'ai remplacé le IB par 10 microampères, j'ai trouvé 1,7. Mais s'il vous plaît, ici, vous devez convertir le courant en ampères, donc j'ai multiplié par 10 à la puissance moins 6. Donc, fais attention à la conversion. Maintenant, on doit tracer. Pour les temps, je dois tracer les courbes. Nous avons dit que lorsqu'on a, on a pris le courant IB est égal à 35 microampères, nous avons trouvé VS1 est égal à 5,95 volts. Ok, mais bien sûr, on doit toujours poser les valeurs des excursions. VS max positif, c'est 2,5. VS max négatif, nous avons trouvé, c'est 4,5. C'est très important de poser ces excursions parce qu'on va regarder lorsque je vais tracer la courbe devient comment en utilisant ces deux excursions. Donc regardez, nous avons le repère des tensions et du temps. Donc je vais tracer le VS1. Pour les excursions, regardez, je dois poser mes excursions. Donc VS max positif c'est 2,5 et négatif c'est 4,5, donc maintenant c'est moins 4,5 parce que c'est en bas. Ok, je dois tracer mon signal, comme j'ai déjà dit. Ici, on traite la partie dynamique, donc c'est un signal sinusoïdal. Voilà, c'est un signal sinusoïdal. Mais ce qui est important ici, c'est ces deux termes, les excursions. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'excursion? L'excursion, généralement, c'est la valeur maximale qui peut atteindre un signal sans être déformé. Mais ici, ce signal dépasse l'excursion, dépasse VS max. Maintenant, est-ce que ce signal reste comme ça? Sinusoïdal. En fait, regardez, pour ces quatre parties, le signal dépasse les excursions, soit positif, soit négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si un signal dépasse les excursions, normalement, cette partie va être enlevée, va être écrétée. C'est la même chose que les écréteurs, la diode. Donc, va être enlevée. Donc, regardez, on va enlever cette partie et le signal va être égal à les excursions. Bon, de ce côté-là et les excursions de ce côté-là. Donc, c'est un signal déformé. Donc, ici, on ne travaille pas dans le régime linéaire puisque le signal est déformé. Donc, c'est pas le régime linéaire. Donc voilà la représentation de VS1. Maintenant, je vais passer à la représentation de VS2. Donc la même chose. Donc pour IB est égal à 20, nous avons trouvé que le VS2 est égal à 4,3 volts. Voilà notre signal sinusoïdal de VS2 normalement. Ok, c'est le signal dans le cas général, sans excursion. Mais regardez, donc ici c'est entre 4,3 et moins 4,3. Donc ce que j'ai calculé ici représente le module. Okay, c'est l'amplitude maximale. Maintenant je dois tracer mes excursions. Regardez les excursions. Donc VS max c'est 2,5 et VS max négatif c'est moins 4,5 volts. Ok, et on doit regarder. Donc regardez pour la partie positive de signal, les alternances positives. Pour ce terme-là et pour ce terme-là, donc ils vont être écrétés parce qu'ils dépassent ces termes-là. Donc ces deux signaux dépassent VS max positif. Mais ici, est-ce que le signal va être écrété? Non, tout simplement pourquoi? Parce que le signal ne dépasse pas la valeur VS max moins. C'est inférieur à la valeur VS max. C'est pour cela tout le signal passe. Mais dans la partie positive, non. Ce signal ici dépasse l'excursion positive. Ok, c'est pour cela on a un signal écrété, déformé ici. Donc la même chose, ça c'est pas un signal, c'est pas le régime linéaire parce que on a un signal déformé. Généralement le régime linéaire, on doit avoir un signal complètement sinusoïdal pour notre cas parce qu'on traite les signaux sinusoïdales. Si on a un autre type de signal, donc on doit avoir ce type de signal. Ok. Maintenant,
Lorsqu'on a calculé le IB, le VS pour IB est égal à 10 microampères, j'ai trouvé VS3 est égal à 1,7 volts. Ok, c'est 1,7 volts. Donc regardez, c'est 1,7 et moins 1,7. Donc c'est l'amplitude maximale et l'amplitude minimale. Donc qu'est-ce qu'on a? Je dois tracer mes deux excursions, positif et négatif. Et regardez maintenant. Est-ce que le signal va être écrété? Bien sûr, c'est non. Parce que le signal, c'est entre la valeur Vs max positif et entre la valeur Vc max négatif. Il ne dépasse pas ces deux valeurs. Donc, tout le signal passe. Donc, on a un signal complètement sinusoïdal. Et ça représente l'origine linéaire. C'est-à-dire, on est en origine linéaire. Okay? Parce que le signal est un signal non déformé. Donc voilà, finalement, j'ai essayé de tracer les trois signaux dans cette figure, malgré ce sont des signaux chevauchés, non pas donc clairs, mais j'ai essayé. Donc ce qui en bleu représente VS1, c'est écrété de côté positif et côté négatif, ok, parce que la valeur de l'amplitude dépasse Vs max positif et dépasse Vs max négatif. Et aussi, donc, pour le signal VS2, la même chose. Donc, c'est écrété de côté positif, côté blocage, mais il passe tout dans le côté négatif. Pour le troisième signal VS3, non. Donc, on a tout à fait un signal sinusoïdal, ok, parce que c'est entre ces deux extrémités. Et voilà. Donc, c'est la fin, c'est la question finale. Ce que vous devez apprendre ici, c'est l'excursion maximale VS. Par définition, c'est RC en parallèle avec RL fois IC0. Ok? Parce qu'on va travailler avec cette équation dans l'exercice 6. Et merci.